Si tu es au lycée, la conjugaison, le terminaison des verbes te semblent déjà bien loin, n'est-ce pas? Et pourtant, examiner les temps et leurs nuances d'utilisation peut transformer tes analyses de texte. Dans cette vidéo, qui fait partie d'une série de contenus dédiés aux procédés littéraires, je te coach sur les valeurs des temps de l'indicatif et leurs effets. Bonne nouvelle, cette notion peut s'appliquer à tous les genres de textes, à consommer donc sans modération. À tout de suite. L'objectif de cette courte vidéo de coaching, réviser certaines valeurs des temps essentielles dans un texte. Et oui, ces procédés ont le pouvoir de dévoiler quelques intentions cachées d'un auteur. Tu ne dois donc surtout pas oublier de les repérer, puis de les interpréter avec justesse. Cela tombe bien, aujourd'hui je te montre pourquoi tel ou tel temps est utilisé dans un texte et quel est son effet. Je précise que je n'examinerai pas toutes les valeurs, mais juste celles qui me semblent indispensables à maîtriser pour le bac français. Pour réviser avec efficacité, je te propose de travailler sur de mini-cas pratiques. La flèche du temps est un excellent outil pour clarifier les choses. La conjugaison d'un verbe sert avant tout à situer l'action dans le temps, offrant ainsi une vision en relief des événements. Commençons par le plus que parfait, un temps composé du passé. Je rappelle que le plus que parfait se compose d'un auxiliaire, être ou avoir, conjugué à l'imparfait, ainsi qu'un participe passé. Par exemple, j'avais dansé. Au moment d'écrire son tout premier article pour le journal La Vie française, le héros de Belle Amie, Georges Duroy, est en panne d'inspiration. Il ne trouvait plus rien maintenant de ce qu'il avait raconté tout à l'heure, pas une anecdote, pas un fait, rien. Dans cette citation, tu peux noter la présence du verbe conjugué au plus que parfait avait raconté. Replaçons rapidement les événements dans leur ordre chronologique. Lors d'un dîner, Georges Duroy raconte des anecdotes sur l'Algérie pour montrer ses connaissances et attirer l'attention de personnes influentes. Et oui, la locution adverbiale tout à l'heure souligne bien l'antériorité de l'action. Mais plus tard, au moment d'écrire, il peine à trouver l'inspiration. Le plus que parfait met finalement en évidence le contraste entre l'assurance qu'il affiche pendant le dîner et le sentiment d'impuissance qu'il ressent ensuite face à la page blanche. Le plus que parfait peut exprimer aussi une action complètement achevée dans le passé. Toujours dans Belle Amie, le narrateur fait une analepse, autrement dit un retour en arrière, un bond dans le passé. Ses études finies et son baccalauréat manqué, il était parti pour le service avec l'intention de devenir officier, colonel, général. Le plus que parfait est cette fois utilisé pour montrer que cette action remonte et est parfaitement achevée. Cela donne un effet rétrospectif. Autrement dit, le narrateur regarde en arrière et nous permet en tant que lecteur de prendre du recul sur les événements racontés. Passons maintenant au deuxième temps, l'imparfait. Allez, petit défi, essaie de deviner la première valeur de l'imparfait grâce à ces deux citations. La première est extraite d'un poème de Lamartine, Le Lac. Tu mugissais ainsi sous ces roches profondes, ainsi tu te brisais sur leurs flancs déchirés, ainsi le vent jetait l'écume de tes ondes sur ses pieds adorés. Deuxième exemple issu de Candide. Madame la baronne, qui pesait environ 350 livres, s'attirait par là une très grande considération et faisait les honneurs de la maison avec une dignité qui la rendait encore plus respectable. Bien sûr, tu l'as sans doute reconnu, il s'agit d'un imparfait de description qui permet de décrire un lieu, un personnage ou une situation dans le passé. Ce point est crucial. Si le titre de ta première partie de commentaire est « Une description vivante », il te faudra déjà démontrer qu'il s'agit bien d'une description. Pour cela, dans ta première sous-partie, tu pourras mentionner la présence d'adjectifs qualificatifs, de phrases déclaratives et complexes, riches en détails, de compléments circonstanciels de lieu dans le cas d'une description spatiale, et enfin de l'utilisation de l'imparfait de description. Dans son bureau du 8e étage, Monsieur Dursley s'asseyait toujours dos à la fenêtre. Voilà un petit extrait de Harry Potter, rédigé là aussi à l'imparfait. Peut-être que tu l'as compris, il s'agit bien sûr d'un imparfait d'habitude, souligné par l'adverbe toujours. Cela indique une action répétée ou habituelle dans le passé, qui révèle les automatismes d'un personnage. Voilà justement une petite proposition d'interprétation. Le lecteur perçoit que Monsieur Dursley a ses petites habitudes, qu'il semble attaché à sa routine et qu'il aime le contrôle, peut-être au point de se montrer parfois un peu rigide. L'imparfait peut aussi exprimer une action en cours de déroulement dans le passé, c'est-à-dire une action qui n'est pas achevée et dont le début est indéterminé. On ne sait pas exactement à quel moment cette action a commencé. En général d'ailleurs, l'imparfait est un temps qui exprime la durée dans le passé. Le passé simple est très différent, il sert à exprimer une action unique
est terminé, qui s'est déroulé à un moment très précis dans le passé. Il traversa alors la rue pour aller s'acheter quelque chose à manger chez le boulanger d'en face. L'adverbe alors montre bien que l'action est ponctuelle, autrement dit qu'elle se passe à un moment précis et unique, elle ne se répète pas. Voici 2 autres exemples, à toi de deviner les valeurs du passé simple. À 8h30, Monsieur Dursley prit son attaché case, déposa un baiser sur la joue de Madame Dursley et essaya d'embrasser Dudley. Monsieur Dursley s'immobilisa, envahi par une peur soudaine. Et oui, le passé simple permet de raconter des actions qui s'enchaînent rapidement, ce qui accélère considérablement le rythme du récit. Il devient plus vivant, plus dynamique. Le passé simple est également utilisé pour exprimer des actions soudaines ou inattendues. Il permet de marquer un tournant ou un changement brusque et de contraster, pourquoi pas, avec un moment plus statique qui pourrait être exprimé à l'imparfait. Je rappelle que le passé simple appartient au langage soutenu. Allez, quittons l'univers des sorciers pour entrer dans celui des mineurs. Dans cet extrait de Germinal, le passé simple et l'imparfait se combinent dans une même phrase. Ici, les personnages profitent d'un rare moment de repos pour se divertir. On dansait toujours. Maintenant, c'était une polka que sifflait le piston. Et pendant que l'assourdissement recommençait, Maheu communiqua tout bas à sa femme une idée. Ici, l'imparfait recommençait accompagne le passé simple communica. 2 actions sont ainsi exprimées, l'une à l'arrière-plan, évoquant la fête et la musique en toile de fond, et l'autre au premier plan, captant notre attention. Cela crée un effet de réalisme mettant en relief différentes actions et leur importance respective. Dans cette autre scène de bal, narrée par Juliette, au sein de la tragédie de Shakespeare, Roméo et Juliette, le passé simple a un effet solennel, grandiose. Il souligne la gravité et l'importance des événements qui sont en train de se dérouler. Ce fut à cette fête au jour de ma naissance qu'il me fit de l'amour éprouver la puissance. Sous le masque qui le parut au bal, je vis tourner sur lui tous les yeux de Vérone et je ne voulus plus danser avec personne. Le verbe fut combiné à l'hyperbole la puissance de l'amour suggère un moment décisif, presque sacré dans la vie de la jeune femme. Contrairement au passé simple qui est soutenu, le passé composé relève d'un niveau de langue plutôt courant. Je rappelle que c'est un temps composé avec un auxiliaire conjugué au présent et un participe passé, ce qui donne par exemple j'ai dansé. Dans un récit au passé, il peut avoir les mêmes valeurs que le passé simple, autrement dit, exprimer une action ponctuelle et achevée. Il peut être aussi utilisé dans un dialogue, un échange, une conversation, pour raconter des événements récents. Parfois, ce temps peut créer un pont entre le passé et le présent. Il permet d'évoquer un événement qui s'est produit dans un passé relativement proche, dont l'impact se fait sentir dans le présent. Je te présente un cas qui va tout particulièrement t'intéresser. Dans le roman L'étranger d'Albert Camus, le personnage principal, Meursault, vient de perdre sa mère et assiste à la veillée funèbre dans la maison de retraite. Nous avons tous pris du café, servi par le concierge. La nuit a passé. Je me souviens qu'à un moment, j'ai ouvert les yeux et j'ai vu que les vieillards dormaient, tassés sur eux-mêmes. Puis, j'ai encore dormi. Je me suis réveillée parce que j'avais de plus en plus mal aux reins. Ici, le passé composé instaure d'abord une sorte de lien entre le passé et le présent, comme le souligne l'expression « je me souviens ». De plus, associé à la répétition de certains verbes comme dormir ou se réveiller, ce temps crée une impression de monotonie et de neutralité. Pourtant, je le rappelle, le narrateur est en deuil. Il vient de perdre sa mère. Ce temps verbal, issu du langage courant, contribue finalement à banaliser cet événement, soulignant ainsi l'indifférence et le détachement de Meursault. Petit récap des valeurs à retenir pour les temps du passé. Le plus que parfait exprime généralement une action antérieure à une autre dans le passé ou une action pleinement achevée. L'imparfait sert à décrire, à exprimer des habitudes, des actions en cours de déroulement ou des actions de second plan. Le passé simple marque une action ponctuelle, bornée dans le temps, parfois soudaine, ou bien une série d'actions. Il est enfin utilisé pour les actions de premier plan. Le passé composé, quant à lui, est plutôt employé dans le langage courant. Il peut exprimer des actions achevées dans le passé ou établir un lien entre le passé et le présent. Les élèves oublient souvent d'analyser le présent. Peut-être que toi aussi, tu penses que ce temps de l'indicatif est sans grande importance. Pourtant, il a de nombreuses valeurs. Il peut exprimer le passé proche. Je viens de regarder sa vidéo sur YouTube. Ou le futur proche.
Je pars en vacances dans 2 jours. Ces deux usages permettent de situer les actions de façon précise. Ils créent donc une certaine clarté temporelle. Le présent permet aussi tout simplement de décrire. C'est ce que l'on appelle le présent de description. C'est un trou de verdure où chante une rivière, accrochant follement aux herbes des haillons d'argent. Où le soleil de la montagne fière, lui, c'est un petit val qui mousse de rayons. Ce temps exprime aussi une action habituelle dans le présent. À chaque fois que je regarde une vidéo de ta coach de français, je mets un petit pouce levé pour l'encourager. Oui, bon, c'était mon petit moment de publicité personnelle. Mais les valeurs les plus intéressantes à interpréter sont celles-ci selon moi. Le présent d'énonciation, le présent de vérité générale et le présent de narration. Le présent d'énonciation exprime une action qui se déroule au moment où l'on parle. Je regarde une vidéo. Je pourrais ajouter en ce moment même. Dans ce deuxième exemple, le présent est utilisé pour introduire un commentaire de la part du narrateur qui s'adresse directement au lecteur, en dehors de la narration principale qui, elle, est au passé. Quoique ce détail ne touche en aucune manière au fond même de ce que nous avons à raconter, il n'est peut-être pas inutile, ne fût-ce que pour être exact en tout, d'indiquer ici les bruits et les propos qui avaient couru sur son compte au moment où il était arrivé dans le diocèse. Ici, le présent marque un lien direct avec le lecteur. Il souligne également l'importance de l'exactitude dans ce récit, ce qui confère une touche d'autorité au narrateur. Attention, attache ta ceinture, nous traversons actuellement une zone de turbulence. Fabien est pilote d'avion et s'apprête à atterrir. En descendant moteur au ralenti sur San Julián, Fabien se sentit las. Il était semblable à un conquérant au soir de ses conquêtes, qui se penche sur les terres de l'Empire et découvre l'humble bonheur des hommes. Ce présent ne décrit pas une action mais plutôt une comparaison intemporelle et générale qui exprime la manière dont Fabien se perçoit à ce moment-là. Cette image du conquérant semble valoir pour tout homme qui ressent une certaine lassitude ou solitude dans sa vie pleine d'aventures. Enfin, le présent de narration est essentiel, un vrai petit trésor à analyser. Je sentis que ma haine allait finir son cours, ou plutôt je sentis que je l'aimais toujours. Ainsi, de tous les Grecs, je brigue le suffrage. On m'envoie à Pyrrhus. J'entreprends ce voyage. Je brigue le suffrage et j'entreprends ce voyage sont des actions racontées au présent, même si elles se réfèrent à des événements passés. Le présent de narration rend le récit plus dynamique en donnant l'impression que les événements se déroulent en direct, sous nos yeux. On m'envoie à Pyrrhus renforce l'impression de rapidité, d'urgence. Allez, on termine cette vidéo assez dense par 2 temps, le futur proche et le futur simple. Le futur proche exprime une action qui est sur le point de se réaliser, c'est-à-dire qu'elle va se produire dans un avenir très proche. La valeur essentielle de ce temps est donc l'imminence de l'action. Je vais partir dans 5 minutes. Petit rappel, le futur proche est formé du verbe aller au présent et d'un autre verbe à l'infinitif. Je vais danser. Pour finir, je t'ai fait découvrir 2 valeurs du futur simple, essentielles. Tout d'abord, le futur d'énonciation. Il exprime une action qui se déroulera après le présent. Il sert donc à annoncer des faits ou des événements à venir. Demain, j'irai au cinéma. Ensuite, le futur de certitude. Il indique une action ou un fait qui est considéré comme certain, inévitable. Une dimension intéressante que tu pourras retrouver à travers la météo du soir. Demain, il fera beau. C'est certain, même si de temps en temps, la météo se trompe un peu. Je termine en beauté par une petite pépite à relever dans un texte. Lorsque le futur de certitude sonne un peu comme un présage, une prophétie, c'est ce que l'on appelle le futur prophétique. La servante d'Argan, dans le Malade imaginaire, prédit que la fille d'Argan, Angélique, n'acceptera pas le mariage arrangé par son père. La raison, c'est que votre fille n'y consentira point. Elle vous dira qu'elle n'a que faire de monsieur Diafoirus, ni de son fils Thomas Diafoirus. La servante d'Argan dit vrai, bien entendu. Elle formule ici une sorte de prédiction. Petit récap très rapide des valeurs à retenir pour les temps du présent et du futur. Le présent est donc utilisé pour exprimer le passé proche ou le futur proche. Il existe aussi le présent de description, d'habitude, d'énonciation, de vérité générale qui ressemble à une sorte de proverbe, et enfin de narration qui donne beaucoup de vie à un texte. Le futur d'énonciation annonce un événement après le présent, et il peut être également teinté de certitude au point d'être nommé parfois futur prophétique. Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi à ma chaîne pour découvrir plus de contenu encore sur le bac français. À bientôt!